Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de CRTV Sports and Entertainment. Vous suivez votre programme préféré de la chaîne Sports Club, émission d'échange, d'approfondissement de l'actualité. Aujourd'hui, on parle essentiellement du football au plan national et international. Le fauteuil de président de la fédération lui a encore échappé. Didier Drogba n'a pas été élu. L'ancien attaquant de Chelsea et de la Côte d'Ivoire a été écarté au premier tour. Comment expliquer ce deuxième échec? Pourquoi certaines anciennes gloires africaines de football échouent toujours près du but quand il s'agit d'être président d'une fédération sportive nationale? Sports Club et ses invités vous livrent un décryptage. Décryptage aussi des sorties médiatiques maladroites de Djamel Belmadi, c'est le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, les Fennecs, qui continue de produire tantôt des écrits, tantôt des déclarations qui n'enchantent pas la partie d'en face, la partie camerounaise, pas même les milieux du football. On va essayer de comprendre également cette actualité. Ce sera évidemment en pause actualité. Il y a 4 invités sur ce plateau. Le 5e va se joindre à nous en deuxième partie de cette édition. 4 invités donc. D'abord à ma gauche, c'est Ndje Eno Ebaï, les chefs service des sports au poste national de la CRTV. Good evening, my dear. Good evening, Evariste, and thank you very much for having me once again. Ah oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Autre invité, c'est un consultant de la CRTV. Il a été entraîneur d'une sélection nationale du Cameroun. Il a été aussi chargé des formations aux métiers liés au football à l'ANAFoot, l'Académie nationale de football. C'est Angelbert Barga. Angelbert, bonsoir. Bonsoir, Evariste. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Lui, il fait sa première à Sports Club sur CRTV Sports and Entertainment. C'est un enseignant d'université, enseignant à l'Institut national des relations internationales du Cameroun, l'IRIC. Il est expert des questions de diplomatie sportive. Le docteur Elono avec nous. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Ah, merci. Comment vous sentez? C'est votre première à Sports Club? Tout à fait. Ah oui. Merci d'avoir accepté l'invitation, tout autant que Emmanuel Bankolo, analyste sportif et consultant de CRTV Sports and Entertainment. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, Evariste. Bonsoir au panel et à tous ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Ah oui, voilà donc les 4 premiers visages qui vont vous accompagner en attendant Raphaël Abouem à la deuxième partie de cette édition de Sports Club. Ce rappel sanitaire avant de parler de la pause actualité. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. La pause actualité, ce sera en 2 temps sur le même sujet. On parle de la diplomatie sportive. Qu'est-ce qui échappe à Djamel Belmadi? Djamel Belmadi est le sélectionneur national de l'équipe de football d'Algérie qui a du mal à avoir fait déjà le deuil de leur élimination sur la piste de Qatar 2022, la Coupe du Monde. L'équipe avait été écartée par les Lions indomptables du Cameroun, battus à domicile à Blida. Mais de ce jour-là, le 29 mars dernier, à celui-ci, il continue de produire des sorties médiatiques, soit écrites, soit audio ou visuelles, entamant quelque peu le caractère circonspect de la partie en face, la partie camerounaise, et même le monde du football qui n'a pas cessé de réagir contre lui tous ces derniers temps. Pourquoi ces maladresses? On essaye de le comprendre. D'abord, Angelbert Barga, vous avez
a pris donc les dernières sorties de Djamel Belmadi. C'était d'ailleurs sur le site de la Fédération algérienne de football où il s'est pris à Bakary Gassama, qui est l'arbitre qui dirigeait cette partie. Eh bien, il a dit des choses suffisamment graves le concernant. Votre appréciation d'abord. Alors, moi, je pense que les Algériens n'arrivent pas à faire, comme vous le dites si bien, le deuil de leur élimination. Ils ne l'ont pas encore digéré, ils ne l'ont même pas encore accepté. Mais on sait aussi que le supporter, il est très épidermique, le supporter, et qui doit être différent, n'est-ce pas, des encadreurs, c'est-à-dire des responsables. Le supporter ou le fanatique? Le supporter, oui. D'une manière générale, le supporter, il s'exprime avec son cœur. Oui. Et le responsable doit s'exprimer avec sa raison et convoquer, n'est-ce pas, des notions telles que le fair play, le respect de l'adversaire, le respect de l'équité sportive, de l'éthique. Mais on a l'impression que le peuple algérien, aidé par ses responsables, est en train de déraper. Et l'attitude ou alors les déclarations de Djamel Belmadi, le sélectionneur, sont proches du délire. Un délire que les psychanalystes peuvent même appeler délire obsessionnel. Ce n'est pas loin, ce n'est vraiment pas loin de l'hystérie. Hein, pour dire qu'il n'est pas loin de devenir fou, malade. Et donc, ce ne sont pas des déclarations qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, à apporter le calme et la sérénité parmi leurs rangs. Toujours est-il que ce ne sont pas leurs gesticulations, n'est-ce pas, qui vont influencer les commissions en charge, n'est-ce pas, de ce dossier au niveau de la FIFA. Emmanuel Bankolo, on est pratiquement à un mois après cette élimination de l'Algérie. Comment comprendre qu'on s'en trouve toujours à remuer le couteau dans la plaie? Ben, je ne sais pas s'il faut qu'on continue de donner un peu de crédit au schizophrène qu'est Djamel Belmadi. Je ne pense pas. Je crois qu'il faudrait qu'on élève un peu le débat et qu'on aille trouver quelques éléments ailleurs. Je préfère croire que c'est une façon de parler parce qu'il n'y a pas de médecin qui a indiqué que non, souffrait de schizophrénie. Puisqu'il a une attitude que personne ne peut expliquer. Donc, du coup, je ne pense pas qu'on doit lui accorder un certain crédit. Je crois que la schizophrénie même serait quelque chose de minimal ou encore de minime par rapport à ce qu'il développe et ce qu'il montre à la face du monde. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on aille un peu plus haut, interroger le silence de deux entités. On arrivera à ce silence-là. Voilà. Mais d'abord, essayons de comprendre pourquoi. Et puis, en interrogeant justement, je voulais revenir à ça en disant, est-ce que finalement, Djamel n'a pas trahi ce qu'il a entendu dire, qui sommeillait peut-être en lui? Parce que, est-ce que finalement, dans son attitude, tellement il est sûr qu'il a raison, qu'il ne trahit pas une certaine pensée générale, c'est-à-dire que par rapport à un type de personne. Aujourd'hui, je crois que le silence de la CAF et de la FIFA nous amène simplement... Aujourd'hui, ils utilisent un peu Djamel comme un peu une espèce d'élément qui cache véritablement la réalité. Il faut qu'on aille voir ce qu'il y a derrière le mur. Djamel aujourd'hui est comme un mur. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? Si vous remontez quand même le temps, on a eu avant-hier les Weya, les Mila, les Nkono, les Eto qui ont été attaqués. On a eu la Coupe du Monde 98, ce que le Cameroun a subi. Hier encore, c'est Ebossé qui était assassiné. Il y a quelques jours, c'était Toko Ekambi. Mais quelle est la réaction derrière? Posons-nous la question, si les déclarations avaient été d'Omambik, de Sombahanak, de Djonké Bonaventure, un entraîneur de couleur noire, parce que c'est ça le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on en serait à ne pas avoir des sanctions, que ce soit de la CAF ou de la FIFA, envers cet entraîneur-là? Donc moi, je pense pour ma part qu'on laisse faire et on laisse orienter totalement la communication vers Djamel, mais rien ne changera. Et après, vous vous dites quand même que c'est quand même compliqué de voir qu'au sorti des vestiaires, avant toute rencontre, on vous sort quand même une banderole où il est écrit « No to racisme » et qu'après, quand on en a un qui développe autant, et à Mondovision, des éléments de racisme,
qu'on n'ait pas l'entité en charge de la gestion du football mondial qui vient. Parce que si un temps soit peu, la FIFA sortait de pas une sanction ferme à l'endroit de Djamel et de sa fédération, on n'en serait plus là. Alors si Djamel, par le truchement du site de sa fédération, peut encore avoir de telles sorties, ça veut dire que quelque part, il y a une structure qui le permet et c'est bien dommage. Ok, c'est-à-dire que les avis sont cautionnés par la Fédération algérienne de football. Dino Ebai, let me mention that you will perform in English, maybe, even though I'm asking a question in French. That's fine by me. Alors, pourquoi Djamel Belmadi s'affranchit du fair play pour tenir de telles déclarations? C'est le manque de confiance en l'arbitre qui a dirigé cette partie, le manque de confiance à l'assistance vidéo où on avait des Allemands derrière des machines. C'est le manque de confiance à la commission d'homologation qui a déjà rendu sa copie. Finalement, pourquoi il décide de s'écarter du fair play qui est une règle cardinale en football? Well, I think that it's, first of all, lack of fair play, like you did well to mention. But I think that Djamel Belmadi's reaction reflects the position of a man who, permit me use the expression, lives in utopia. His outing is sort of utopic. You have the impression that he's cut off from reality. I have to mention here, for the sake of it, that apart from Papa Bakari Gassama, who was the late referee, you had Jason Dos Santos, who's one of the qualified referees in Africa, who was the first assistant referee. There was Ahmed Kamal Ahmed from Egypt, and there was also Amid Mohamed Omar, who was the fourth official. So you had 4 experienced referees. I also think that the reaction of Djamel Belmadi is that of a dying horse. You know, the last kick of a dying horse is always very strong. There's a certain desperation by Djamel Belmadi to make a point. But it's quite unfortunate because except if you are from another planet or if you are a novice in football, Cameroon doesn't need any help from the referees to sail through to the World Cup. The country has been to 7 World Cups without helps from the referee. Has won 5 Africa Cup of Nations, won an Olympic gold medal without the help of the referees. We have to put this into context. We're talking about an Algerian team that came into the Africa Cup of Nations as the defending champions, and aspirations were high that they could probably secure a 3rd AFCON. They crashed out in the group stages, in the group where they had Sierra Leone, where they got their only point because they played a draw with Sierra Leone, they lost to Equatorial Guinea, and then they were battered severely by Côte d'Ivoire in Japuma. So the only thing that Djamel Belmadi had to fight for was World Cup qualification. And now that he's missed it, unfortunately, he's in the dilemma. He's finding it so difficult to warm himself out of it. And I think that what Emmanuel Bankola said is very important. I feel that knowing the officials, knowing the people who are in CAF and in FIFA and their zeal not to tolerate racism and certain behaviors, I think that in the days ahead will probably get a suspension, because there are a lot of people in the football world who are asking for Djamel Belmadi to be slammed to serious suspension for the remarks that he's made. Because, you know, when you say, and especially when he made the statement concerning Bakary Gassama, that he was in the airport reading his newspaper, drinking coffee and eating millefeuille unperturbed, what you're indirectly saying is you're telling your fans, the Algerians, that when next we have a game and that this sort of thing happens, you should not let the referee travel back. What was he expecting? He wanted people to hack Bakary Gassama at the airport. It is very terrible, and if football officials let this slide, it could set a dangerous precedent for future sports tournaments. Docteur Elono, le sport, on dit, nous on le dit trivialement, est un ambassadeur. Pour ce qui est du Cameroun, le football est l'un des meilleurs ambassadeurs à travers le monde. Et donc, forcément, le football s'accompagne de diplomatie. Lorsque cet entraîneur, ce sélectionneur s'exprime, c'est en son nom propre, c'est au nom de la sélection qu'il dirige. Mais lorsqu'il y a des réactions en temps, juste après, on dit c'est l'Algérie. Voilà les Algériens qui réagissent de la sorte. Finalement, c'est un pays qui est engagé dans les sorties maladroites d'un sélectionneur comme ça. Alors, est-ce que cela peut entacher la diplomatie sportive? Qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû faire, ce sélectionneur?
Alors là, vous avez dit que c'est un sélectionneur. Ne le demandons pas autre chose que d'être un sélectionneur. C'est justement parce qu'il est parti dans ce qu'il ne sait pas faire, c'est-à-dire ne sait pas dire, que nous pouvons lui accorder la possibilité de dire l'indicible. Parce que il faut bien se dire une chose, ce qu'il a dit fait qu'on oublie finalement que l'Algérie est une grande nation de football, que l'Algérie, et peut-être derrière tout ce que nous verrons là, c'est parce que l'Algérie, depuis quelques années, a manqué le coach. Quand on parle des grandes nations africaines, on a oublié parfois l'Algérie, alors que l'Algérie est une très grande nation de football. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que Ben Madi ne connaît pas le football algérien. S'il connaissait le football algérien, il n'aurait pas parlé comme ça, parce qu'il aurait compris que s'il y a des gens qui se respectent à l'intérieur du monde du football, il y a l'Algérie qui respecte le Cameroun, et le Cameroun respecte l'Algérie. Ça, c'est le deuxième point. Parce que l'histoire algérienne est faite de très grands joueurs. Et quand vous citez les grands joueurs algériens, vous ne verrez pas le nom de Ben Mali. Je peux vous citer quelques-uns. Vous avez Merzekane, vous avez Rabat Madjer, vous avez Rabat Madjer, vous avez toute une liste de très grands joueurs. On n'a pas son nom dedans. Alors, évidemment, par le jeu d'une chance particulière, il est devenu un entraîneur qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, la première Coupe d'Afrique des Nations que l'Algérie a pu gagner. Et I think it's the second. C'est la deuxième. The first was in 1990. La première sous Rabat Madjer en 90. Et puis la deuxième en 2019 en Égypte. Oui, c'est la deuxième. Ah oui. En fait, il ne connaît pas ce football-là. Et lorsqu'il se permet de prendre la parole aujourd'hui, parlant de ce match, il aurait dû... Je suis sûr que les anciens lui auraient dit, s'il avait demandé conseil, ça concerne le Cameroun, s'il te plaît, chut, silence. Bon, comme il n'a pas pu se taire, maintenant regardons pourquoi, pour moi, il n'a pas pu se taire. Il n'a pas pu se taire parce que, justement, l'Algérie, en venant jouer à la Coupe d'Afrique des Nations, était une équipe fatiguée. L'Algérie, pendant toute cette préparation, ne s'est pas renforcée parce qu'il faut savoir qu'au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations, on a passé quoi 3 semaines. C'était des joueurs fatigués qui ont joué, donc mentalement fatigués. Et ils ne pouvaient pas jouer une compétition qui se fait au couteau, comme ces éliminatoires que j'ai considéré comme n'étant pas vraiment une très bonne idée. Mais ça s'est fait, et c'est ce qui a joué ce rôle-là. Alors, en ce qui concerne maintenant ce qu'il a dit, parce qu'il faut venir à ce qu'il a dit, vous savez, ce n'est pas parce qu'on va mettre de l'eau dans le plus grand désert du monde qu'on sortira de l'herbe. Ce qu'il a dit est, dans tous les cas, même du point de vue diplomatie et dans la diplomatie du sport, inadmissible. Je crois et j'espère que le silence de la FIFA, je connais bien, de la CAF, et même de toutes les autres organisations internationales non gouvernementales de sport, sera de faire très attention et de sanctionner. S'ils ne sanctionnent pas, ils vont créer un précédent sans faille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes battu, vous pouvez chercher votre bouc émissaire et mettre une fatwa sur votre bouc émissaire, parce que ce qui s'est passé là, c'est une fatwa. Gassama et tous les arbitres qui vont jouer, qui vont arbitrer les matchs d'Algérie, doivent faire très attention. Parce que s'ils perdent, éventuellement, un spectateur fanatique a l'autorisation d'agir avec violence sur l'arbitre, quel qu'il soit. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on dit je ne demande pas de le tuer, parce qu'il faut dire les mots, je ne demande pas de le tuer. Et c'est très grave. Ça veut dire je demande quoi d'autre. Donc, pour nous, et j'espère que la fédération algérienne, dans sa première le président de la fédération est intervenu il y a quelques moments, j'ai pu lire ça. Ouais. Bon, comme nous sommes dans un milieu de fake news et tout ça, je me dis, je suis allé regarder sur les sites de la CAF, de la Fédération algérienne de football et de la FIFA. Je me dis que les gens de la FIFA peuvent prendre ça très au sérieux parce que nous sommes des gens sérieux et nous prenons au sérieux ce qui a été dit. Ouais. Maintenant, je pense aussi qu'il est peut-être temps, et j'apprécie la sortie du président de la fédération, qui a dit que l'équipe nationale du Cameroun pourrait se réserver le droit d'utiliser les instruments juridiques qui lui sont
qui seront appropriés pour pouvoir intervenir, parce que ça prend une dimension beaucoup très... Et justement, dès cet instant, docteur Loma, est-ce que cette situation ne prend pas déjà d'autres proportions? Justement, c'est ce que je suis en train de dire, qu'elle prend des proportions un peu inhabituelles, étant donné que les officiels prennent position, les officiels algériens ont pris position, ils ont dit que c'est sorti de leur contexte, mais le problème c'est que cette phrase qui veut toujours dire que lorsque quelqu'un dit une bêtise, on dit qu'il est sorti de son contexte, la bêtise est sortie de son contexte, la phrase est sortie de son contexte, est quelque chose de très malhabile, étant donné que nous tous, nous avons lu, parce que c'était écrit et nous avons écouté. Et ce n'est pas, et je finis par là, le fait qu'il y ait une guerre par réseaux sociaux interposés, il y ait même une mise en information, une mise en ligne de fausses informations. Par exemple, le très sérieux journal L'Équipe a été attaqué du point de vue du virtuel pour mettre un titre qui annonçait, et cela on sait qui a fait. Donc ça devient dangereux parce que on est en train de vouloir imposer quelque chose où nous savons pertinemment que c'est impossible. Les jurisprudences, je peux dire, de 1884, quand on a créé le football, on peut dire de 1873, quand on a fait le football en Angleterre jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais rejoué un match de qualification. Quand je dis de qualification finale, parce qu'on peut faire des matchs, on a eu quelques, mais des qualifications finales, ça n'arrive pas. Et nous espérons que la FIFA, moi je le dis clairement, je sais que certains vont m'écouter, nous espérons que la FIFA prendra des mesures très sérieuses concernant cette affaire. En attendant, docteur Lone, dites, lorsqu'il y a déjà donc, cette réaction du président de la Fédération camerounaise de football, réaction épistolaire, puisqu'il a produit un communiqué, et il indique clairement que le Cameroun se réserve le droit de saisir la commission d'éthique de la FIFA. Donc, l'affaire prend d'autres proportions et à ce moment-là, il peut y avoir aussi une réaction algérienne. Du coup, on ne dira plus c'est la sélection nationale du Cameroun contre celle d'Algérie, mais on parlera du Cameroun et de l'Algérie. Du coup, est-ce que cela n'affectera pas le ciel des relations entre les deux pays? Non, j'espère que ça n'ira pas jusque-là. Vous savez, le Cameroun et l'Algérie ont une grande histoire diplomatique. Donc, ça n'ira pas, j'espère que ça n'ira pas jusque-là, parce que ce n'est pas parce que la bêtise se répand que tout le monde accepte cela. Seulement, cela n'empêche pas. Cela n'empêche que nous puissions dire ce qu'on appelle ce que monsieur le président, monsieur Eto'o, fils, a fait, on appelle ça une contre-mesure. C'est-à-dire que c'est quand vous êtes attaqué, lorsqu'un sous-marin est attaqué, et qu'on a envoyé déjà beaucoup de missiles, qu'est-ce qui se passe? On envoie des contre-mesures, c'est-à-dire des éléments qui permettent de calmer un peu le jeu pour revenir un peu à la raison. Le président de la Fédération camerounaise de football a voulu ramener son homologue à la raison pour calmer celui dont le nom devient assez particulier dans le monde du sport, parce que pour ne pas être fair-play jusqu'à ce niveau-là, il faut ne pas avoir joué au football. Heureusement qu'il a joué au football. Ça fait donc dire que nous lui donnons juste le bénéfice d'un doute, c'est un footballeur. Mais là, nous sommes capables de douter qu'il a été un footballeur. Parce que là, maintenant, il est quelqu'un qu'on ne sait même plus ce qu'il est. Alors, Angélbert, les méthodes employées par Djamel Belmadi lorsqu'il s'attaque principalement à l'arbitre Bakary Gassama, il se dit, Djamel, indigné d'avoir rencontré à l'aéroport le lendemain Bakary Gassama qui était en déplacement et il a été outré de le voir consommer du café allègrement et qu'il l'a encore rencontré quelques instants après dans un aéroport à Turquie. Il s'est trouvé gêné et a dû lui dire des choses. Alors ces voies de fait en dehors de la pelouse, c'est très loin du fair play. Tout à fait. Et je pense que au niveau des instances de la FIFA et de la CAF, il existe justement des instances ou des organes pour s'occuper de ce genre de cas. Et il faut dire que il y a deux choses, n'est-ce pas? Il s'attaque à l'arbitre, il lance presque une fatwa, c'est très grave. C'est-à-dire que pour lui,
l'arbitre, après ce match, ne devrait pas vivre normalement. Il devrait être menacé. Il lance une fatwa. C'est très grave. Ça va au-delà du football. Et d'autre part, il dit, et les propos sont contenus dans des interviews qu'on peut retrouver, il dit, l'Algérie ne doit pas souffrir, le peuple algérien ne doit pas souffrir à cause d'un complot de 2 ou 3 personnes. Il est en train d'accuser de corruption 2 ou 3 personnes qui, certainement, les dirigeants du football camerounais. Et donc, lorsque vous m'attaquez en corruption et que vous n'arrivez pas à fournir des preuves, je vous attaque en diffamation. D'une façon ou d'une autre, il ne peut pas échapper, n'est-ce pas, au cerf des commissions qui existent à la FIFA. Il y a une commission de discipline, une commission d'éthique, une commission de recours, une commission d'intégrité pour vérifier, n'est-ce pas, s'il y a eu trucage, parce que vous savez, avec les paris, etc., etc. Et pour revenir à la jurisprudence, il faut quand même dire ici sur ce plateau de quoi se nourrissent les Algériens. Les Algériens se nourrissent d'une jurisprudence qui a eu lieu en 2016 entre justement le Sénégal et l'Afrique du Sud. Match Afrique du Sud-Sénégal. L'Afrique du Sud gagne. C'était en phase de poule. L'Afrique du Sud, la formule n'était pas encore la formule actuelle. C'était une poule. Et donc, match Sénégal-Afrique du Sud. En Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a un pénalty. L'Afrique du Sud a un pénalty. Et l'Afrique du Sud gagne le match 2-1. Ce qui met le Sénégal hors de la compétition. Et donc, il y a recours. Sauf que là, il a été prouvé des faits de corruption. Il a été prouvé des faits de corruption et même de trucage. C'est-à-dire, on a vérifié au niveau des pronostics, vous allez juste prendre après. Et il a été prouvé. Et donc, le TAS a suspendu, a radié l'arbitre à vie de toutes les activités liées au football. La FIFA l'a suspendu et le match a été rejoué. Ici, il y a eu des preuves. Il y a eu des preuves. Et c'est pour ça que l'Algérie mélange tout, part de la première plainte au niveau de la commission de discipline pour aller finalement déporter la plainte vers la commission d'arbitrage qui est plus technique et pour maintenant essayer de prouver qu'il y a eu corruption ou pas corruption. Bref, de toutes les manières, l'Algérie se base sur ce cas pour penser qu'il pourrait mériter. Or, en 2016, il n'existait même pas encore, au niveau de l'équité sportive, il n'existait même pas encore la VAR, qui n'est qu'un instrument qui permet l'équité sportive. Et donc, forcément, on se rend compte, et je vais sortir par là, on se rend donc compte que l'exemple, il faudrait donc maintenant, n'est-ce pas, que l'Algérie prouve que M. Gassama a été corrompu. Et si ce n'est pas le cas, c'est l'Algérie qui va être sanctionnée. Ah oui, c'est bien entendu. Jadon Ebayi, just a word before we go to the videotape. I just want to bounce real quick on what Coach Angel Bembarga is saying, that when Senegal petitioned the footballing bodies, it took 1 year. That game was played in November 2016. Yes. The replay was in November 2017. And it's important for people to understand that the action, it's a penalty that came out. The ball struck Kalidou Koulibaly on the leg and went onto the pitch, but the referee, a Ghanaian referee, Lamte, blasted his whistle and gave a penalty. And like Angel Bembarga did well to mention, back then you didn't have the VAR. Now you have the VAR. So if you say that Bakary Gassama is corrupt, you're indicting all of the refereeing corps. And this in itself probably portrays the fact that I think the Algerian FA officials do not really comprehend how the VAR operates. The VAR operates in this way. If there is a foul and the referee misses out on that foul, the VAR tells the referee, you missed out on this, come and check. A referee may give out a sanction which is not correct, and the VAR will call the referee to say, what you've done is not correct. If decisions that the Algerians thought should have gone their way were not given, it's because behind referee Gassama, you had at least 3 qualified video-assisted referees from Germany who were analyzing every action and who felt that it wasn't worth a sanction. And I even want to say that Papa Bakary Gassama handled that game skillfully well, because after that game, I watched
a show on the French TV, and Florentin Pogba, who's, I think, a centre forward, said that on 3 occasions, Belaïli went down onto the pitch deliberately. If you have a referee who's stern, it's 2 yellow cards and a red card out. Merci, Geno et Baye. Allons voir si les actions menées par Djamel Belmadi sont isolées. Y a-t-il d'autres Algériens impliqués dans ce type de réaction? On en a eu en tout cas l'impression dimanche, le week-end dernier, donc lors du match de la 34e journée de Ligue 1 avec quelques supporters qui s'en sont pris à Karl Toko Ekambi alors qu'il inscrivait le 4e but dans la victoire 5-2 de son club Lyon face à Montpellier, et certains ont très vite rapproché ces réactions du public aussi à ce que fait Djamel Belmadi. Essayons donc de voir un peu ce qui ne va pas tous ces derniers jours. Sortie médiatique de Djamel Belmadi et puis la frustration subie par Karl Toko Ekambi. Le football a vocation à unir plutôt qu'à diviser, dans la victoire comme dans la défaite. Ceci est l'une des valeurs olympiques foulées aux pieds par certains acteurs du foot qui s'en prennent à d'autres. Voici une illustration. Quelques supporters près des vestiaires qui tentaient d'aller s'expliquer avec le Camerounais. Insupportable, ce type de dérive pour Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, prêt à jeter l'éponge si cela perdurait. Ces attitudes hostiles s'inscrivent aux antipodes du respect des règles du jeu, du respect du résultat des matchs, le fair play prôné par la FIFA. Ce fair play est aussi sous menace si l'on prête oreille aux sorties médiatiques de Djamel Belmadi qui semble avoir gardé dent à Bakary Gassama, arbitre du match Algérie-Cameroun, à Blida. Plus jamais de la vie on laissera 2-3 personnes conspirer contre notre pays. On ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Ça, j'ai pas aimé ça. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Je l'ai croisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Mais ça, j'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, c'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je dis pas qu'il faut le tuer, je dis pas qu'il faut le truc, mais mettre Heda Haggar, Heda plus que Haggar. Donc ça, j'ai pas apprécié. Il ne faudra plus jamais accepter ce genre de choses. Des propos qualifiés de gros croquage par nos confrères de BFM. Mot très fort pour Blasting News, Belmadi choc pour Foot 01. Ce type de coup de gueule, le sélectionneur algérien les lâche. The only thing that I'm sorry about is that the utterances from Coach Djamel Belmadi may have an impact on the way Cameroonians are perceived in Algeria, may have an impact on the way they live their lives, and may even trigger some Algerians to attack Cameroonians living in that country. That's where I'm worried. Docteur Elono, avant que vous nous quittiez, un dernier avis sur cette question en rapport avec la diplomatie sportive. J'attire votre attention sur un extrait du texte de Samuel Eto'o-Fils dans son communiqué. Là-bas, il indique qu'au Qatar, à Doha, il y a une certaine communiqué qui a eu aussi à dire des choses malveillantes là-bas. Des gens qui venaient en soutien à l'Algérie. On disait tout à l'heure que l'affaire prenait des proportions. Est-ce qu'on a craint pas que le Cameroun arrive à Doha, au Qatar, en novembre, et que les gens soient en train de huer une équipe respectable? Nous ne pouvons pas présumer de la bêtise humaine. Vous voyez, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas présumer de la bêtise humaine, mais nous pouvons quand même présumer de quelque chose. Il y a déjà une hirondelle qui annonce au printemps. Nous pouvons quand même présumer de quelque chose. Oui. C'est que, du point de vue même de la procédure, parce que, vous savez, la FIFA, pour le peu que je connaisse, j'ai quand même fait j'ai écrit, je crois, un ouvrage sur la FIFA, sur tout ce j'ai écrit aussi, j'ai fait des commentaires détaillés du code de discipline. Je crois qu'il faut savoir une chose, nous n'avons pas à nous inquiéter de ça. Le match ne peut pas être rejoué. C'est impossible. Impossible parce que les procédures
n'ont pas été respectés par les Algériens. Il faut qu'ils le sachent. Nous sommes très attentifs, et nous aussi, il faut que les gens de la FIFA sachent que nous sommes très attentifs au fait que on peut accepter de recevoir la requête, mais il faudrait qu'on regarde si les procédures ont été respectées dans la manière de faire la requête. Ça, c'est la première chose dont nous ne devons pas nous inquiéter. Deuxième chose, la FIFA semble avoir félicité, parce que je suis obligé de parler, semble avoir félicité les différents arbitres qui ont participé à ces compétitions. La CAF. La CAF et la FIFA. Je crois que la FIFA a donné aussi une félicitation spécifique à monsieur, parce que c'était les tournois de la FIFA, hein, parce que ça se joue en Afrique, mais c'est la FIFA qui est le propriétaire de la Coupe du Monde. Donc, la FIFA a félicité un entraîneur. Donc, l'argument sur les procédures, l'argument sur les arbitres, l'argument sur les félicitations de l'arbitre qui a dirigé ce match sont des arguments qui font que, je vous avoue, moi je ne suis pas inquiet, je dors d'une oreille de juste. Sauf que nous avons une équipe de football qui a déjà fait sa diplomatie d'elle-même. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun gagne dans un pays adverse. Hein? Kenitra, je crois. Nous avons gagné beaucoup de Coupes d'Afrique, 5 Coupes d'Afrique, hors de notre pays. Donc, au début, moi je considérais ça comme étant un non-événement. Ça prend pour moi un événement autre, non pas sur le plan du sport, du football lui-même ou du sport football lui-même. Ça prend pour moi une importance. Ça prend souvent une importance, permettez, ça prend souvent une importance lorsque ça sort du cadre du football. Parce que ce qui se dit là actuellement, ce qu'a dit Belmadi, sort du cadre du football. C'est-à-dire que nous avons un individu ayant une influence spécifique sur un groupe de personnes, un entraîneur, qui décide de faire à ce que chaque fois qu'on jouera le football dans un pays quelconque, les spectateurs peuvent décider du sort de la vie, quasiment de la vie de l'arbitre, parce qu'un entraîneur a dit que c'est inadmissible que son équipe puisse perdre. Alors que son équipe a perdu avec la plus grande équipe d'Afrique de tous les temps. Donc, vraiment, il faudrait que nous soyons très clairs là-dessus. Nous ne discutons pas ici avec l'Algérie sur le plan purement du football, parce que la question a été réglée. Nous avons battu l'Algérie. C'est ça, sur le stade. Nous discutons ici parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui vient de te dire et qui concerne un entraîneur de football qui dit « Écoutez, ne le tuez pas, mais faites comme vous voulez ». Et ça, c'est inadmissible dans le monde du sport. C'est inadmissible même dans tout ce qui concerne la société civile. Dans l'état de nature, on peut faire ça. C'est-à-dire dans l'état de nature, on peut dire que celui-là, il n'est pas bon, il faudrait, ne le tuez pas, prenons le Cameroun en otage, on va... Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que nous sommes très attentifs à ce que va faire la FIFA, comme c'est sa compétition, parce que la CAF, ce n'est pas sa compétition. C'est la FIFA, c'est la compétition de la FIFA. C'est la FIFA que nous voulons écouter, hors de l'affaire concernant le match de football, parce que c'est réglé. C'est ce qui concerne les propos d'un entraîneur parlant au nom de ses spectateurs pour leur dire que, voilà, tous les arbitres qui vont arriver dans votre pays, s'ils vous font perdre, vous avez à gérer leur cas. Ah oui, des propos qui tendent plutôt à désunir des peuples, ce qui n'est pas bien, parce que les valeurs olympiques prônent l'inverse plutôt, c'est le brassage, c'est l'amitié entre les peuples. Dr Elono va vous remercier d'être passé sur ce plateau de Sport Club. Notre plaisir sera de vous revoir à une prochaine occasion. Je vous remercie. Merci et bon retour chez vous. On vient donc de mettre fin à cette première partie de Sport Club, édition en cours. C'était la pause actualité. On parle tout à l'heure du débat, on engage et on aura la présence d'un autre invité qu'on vous a annoncé en début de cette émission. Ce sera juste après ceci.
Voilà, retour sur ce plateau pour la suite de Sports Club. On parle du débat actuellement, les élections à la présidence des fédérations de football en Afrique. Pourquoi l'échec d'anciens footballeurs de renom? On prend pour prétexte donc Didier Drogba qui le week-end dernier a échoué au pied de la gloire pour la deuxième fois. L'ancien attaquant de Chelsea et de la Côte d'Ivoire a été écarté de la compétition élective au premier tour alors que d'autres sont allés jusqu'au bout. Comment comprendre l'échec de Didier Drogba pour la deuxième fois de suite? Étendons le sujet à l'ensemble du continent. L'échec de footballeurs de renom, comment on l'explique alors que sur le plan populiste, ils ont tous le vent en poupe. On débattra donc de cela en compagnie de Raphaël Abouem qui nous a rejoint ici. C'est le président du conseil d'administration du journal Signature. C'est un journaliste issu de l'école française. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CATV et bonsoir à vous, M. Evariste Yenga, et merci une fois de plus de m'avoir invité pour pouvoir donner mon point de vue sur ces sujets qui sont si importants pour notre continent, pour notre sport et surtout pour essayer d'éclairer la jeunesse, parce que ce qui se passe en ce moment est très grave, parce que le sport enseigne des valeurs qui permettent aux jeunes de se construire pour la vie. Et je souhaite donner un petit mot par rapport à la sortie de M. Benmadi. Ah oui, allez-y en une minute, on vous l'accorde. Vous n'avez pas été la première partie de cette édition qui portait sur cette pause actualité. La première chose que je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de la participation du Cameroun à la Coupe du Monde parce que cette question a été réglée dès les lendemains du match par le président de la FIFA lui-même, M. Gianni Infantino. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est qu'il faut que les Camerounais, les acteurs du football, prennent conscience maintenant de l'importance d'avoir une forte personnalité à la tête de notre fédération. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, avoir M. Samuel Eto'o à la tête de notre fédération nous aide dans cette situation. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui serait passé si ce n'était pas Eto'o qui était présent dans la fédération. Et les états de service du Cameroun aussi. Hein. Non, j'arrive. Troisième chose, c'est que aujourd'hui, la violence de M. Benmadi est le résultat de l'inaction de la CAF et de la FIFA lorsque Ebossé a été assassiné dans le vestiaire après un match en Algérie. Je m'explique. Aujourd'hui, les joueurs ont pris conscience qu'ils sont maîtres de leur destin et qu'ils ne doivent plus laisser les clubs gérer leur avenir. C'est la mode. Est-ce que Kylian Mbappé a été agressé, battu au vestiaire du PSG par les dirigeants et les supporters parce qu'il refuse de prolonger son contrat? Non. Est-ce que Cristiano Ronaldo, quand il a quitté le Real en fin de contrat, il a été battu? Albert Ebossé a été assassiné simplement parce qu'il était en fin de contrat avec la JS Kabylie et qu'il avait une offre ferme de l'Olympique de Marseille. Et comme il refusait de prolonger son contrat, ça veut dire que la JS Kabylie ne devait pas toucher une indemnité de transfert. Ce jeune homme a été assassiné. Malheureusement... Seulement, Raphaël, à ce niveau de l'assassinat, les autorités algériennes n'ont pas communiqué de la sorte. Je vais vous expliquer. L'autopsie l'a démontré. Le problème ici, c'est qu'il y a eu une forme de faiblesse de la Fédération camerounaise. Il faut aussi le dire. Il y a eu une faiblesse de la Fédération camerounaise de football. Il y a eu une faiblesse du ministère des Sports parce que si le ministère des Sports, la Fédération camerounaise de football de l'époque, avait pris ce problème d'une autre manière,
je peux vous assurer que le football algérien aurait été sanctionné de la plus forte des manières. Mais j'espère quand même que dans le communiqué officiel des deux officiels algériens, on n'a pas mentionné qu'il s'était agi d'un assassinat. Non, monsieur Evaris, peut-être parce qu'il s'est agi d'un accident, c'est ce qu'ils ont dit. L'autopsie a démontré que M. Ebose a été assassiné dans le vestiaire après le match. Et ça s'est passé après que les dirigeants de certains clubs européens soient venus lui donner une offre ferme. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que cette passivité donc des instances du football vis-à-vis du comportement violent des dirigeants algériens, des supporters algériens, donne donc le sentiment d'impunité à Belmadi qui peut sortir et dire autant d'énormité, parce que ce qu'il a dit est tellement grave que moi j'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui la FIFA n'ait pas encore réagi. Mais je vais juste te dire que sur un point, la FIFA a déjà tranché parce que Gassama est parmi les arbitres qui vont officier pendant la Coupe du Monde. Gassama, lors de ce match, n'a pas dirigé ce match seul. Lava, je crois, était supervisé depuis l'Allemagne ou l'Italie. Trois Allemands, ils étaient en Algérie. Voilà, 3 Allemands qui étaient en Algérie. Donc, Papa Gassama ne peut pas être accusé de quoi que ce soit pour ce match. Donc, je crois que c'est réglé. Maintenant, je crois que il faut comprendre que on a en face de nous un peuple qui a une culture de la violence. Ils l'ont toujours démontré. Regardez simplement à chaque fois quand l'Algérie gagne, dans quel état les Champs-Élysées sont mis. Et je crois que la FIFA et la CAF doivent sévir. Parce que ce qui est arrivé, il a franchi la ligne rouge et c'est inacceptable. On vous a entendu, maintenant, on vous a entendu, Raphaël. Il ne doit plus avoir, débat parce que je vais finir juste là parce que on n'est pas en train de... Quand on parle du Cameroun et de l'Algérie, quand on regarde le palmarès du Cameroun, il n'y a pas match. Parce que quand les gens disent l'Algérie, c'est une grande nation de football. Comparativement au Cameroun, il n'y a pas photo. Il ne devrait même pas avoir débat. Et le Cameroun, grâce au Cameroun, aujourd'hui, on a 5 pays en Coupe du Monde. Il faut le dire. Grâce au Cameroun. L'Algérie n'a rien fait d'important pour le continent. Dans l'intérêt général du continent, le Cameroun en a fait. En ce qui concerne des matchs aussi importants que celui où le Cameroun allait gagner à Blida, le Cameroun a battu l'Argentine de Diego Maradona en Mondiovision à l'ouverture d'une Coupe du Monde en Italie. Ok, on a suivi votre conclusion, Raphaël. Oui, on a suivi votre conclusion. Vous avez tenu à réagir aussi à cette actualité. Venons-en à ce qu'on a annoncé précédemment. C'est l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Le fauteuil de président a à nouveau échappé à Didier Drogba. Il n'y est pas arrivé. On se souvient qu'avant lui, ici au Cameroun, c'est Bel Joseph Antoine Bel, par exemple, électoral. Est-ce parce qu'on trouve un système en place qui est déjà bien huilé et donc difficile à défaire? Est-ce parce qu'on n'est pas aussi excellent sur la pelouse que sur le plan administratif? Je voudrais commencer par vous, Gilbert Baga, sur cette question. Drogba n'y est pas arrivé pour la deuxième fois. Alors, on constate la défaite de Drogba à plate couture. C'est-à-dire, combien de voix? Drogba, 21 voix pour les clubs de D1, les présidents de D1, 59 pour Idriss Diallo, Sori Diabaté, 50. Et pour les clubs de Ligue Drogba, 3e avec 3 voix, Idriss 27 voix, Sori Diabaté 9 voix. Une mise en minorité. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un rejet? Et lorsque je pose la question sur Drogba, je peux l'étendre, c'est-à-dire votre question concerne toutes les stars africaines. Est-ce que c'est un phénomène de rejet? Parce que généralement, pour ce qui est le cas de Drogba, on estime comment a-t-il préparé cette reconversion? Est-ce qu'il y a eu des actions en direction du football local lorsqu'il était aux affaires? Point d'interrogation. Je questionne. Après, on a... est-ce qu'il a voulu entrer par effraction?
Parce que très souvent, on trouve un système. On trouve un système avec des gens qui sont depuis une vingtaine d'années, qui ont commencé au bas de l'échelle et qui progressent, les présidents de ligues, les présidents de clubs, etc., etc. Et très souvent, lorsque la star arrive, c'est pour le poste de président, et certains estiment que c'est une entrée par effraction. Je me rappelle encore en 1996, ce fameux débat entre le président Onana Vincent et le candidat Joseph-Antoine Bell. Il lui a demandé, est-ce que vous voulez entrer dans une maison par le toit? Pour un peu. Et l'autre fait, c'est que généralement, le président d'une fédération est issu du monde des acteurs du football. Et dans les acteurs du football, on commence par les acteurs principaux. Ce sont les joueurs. Autour, il y a donc l'encadrement technique. Après, il y a l'encadrement médical. Après, il y a les communicateurs et il y a le staff administratif, c'est-à-dire l'administration. Voilà ce qui compose, n'est-ce pas, les acteurs du football. Mais est-ce que cette séparation est cloisonnée? C'est-à-dire que quand on est footballeur, on reste footballeur. Et quand on est administrateur, on reste administrateur. Et c'est-à-dire que la fonction de président ne revient qu'à ceux qui ont commencé comme administrateurs. Je crois que si c'est cette façon de percevoir qui existe en Afrique, il y a bien lieu de s'interroger sur comment est-ce que notre société fonctionne. Ah oui, le cas n'est peut-être pas généralisé parce qu'on est démenti à domicile avec Samuel Eto'o-Fils qui a réussi au premier coup, au premier essai. Emmanuel Bankolo, avez-vous l'avis pour compléter celui d'Angilbert Mbarga on est en train de demander à Didier Drogba de faire d'abord ses classes, un peu comme Shabani Nonda, d'abord secrétaire général, ensuite conseiller du président, l'ancien, Constant Omari, avant de bénéficier de la confiance au sommet? Mais je crois que les contextes sont différents. Si vous prenez en Zambie, Kalusha Bwali a été passé comme une lettre à la poste. Donc les contextes sont différents, les environnements différents, la conception des choses aussi est bien différente. Si vous prenez le cas de Didier Drogba, je crois qu'en sa défaite, il y a beaucoup de lui dans sa propre défaite. Parce qu'il n'a pas appris des premières frictions. Parce que ce qui lui avait été reproché, jamais Didier Drogba n'a demandé à être président d'honneur de l'association des anciens internationaux ivoiriens. Ce sont eux qui ont pris sur eux de le mettre là et l'ont tenu informé. Sauf que... Est-ce que c'est de là qu'est venue l'illusion d'avoir déjà tous les acteurs avec lui? Je crois que le fait d'être porté, non seulement par une partie du peuple, mais beaucoup plus par le politique, il a eu l'impression que c'était un acquis. Et du coup, il est sorti du canevas qui avait été édicté par l'association elle-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, Cyril Domoro avait pesé de tout son poids pour que justement Didier soit dans la famille. Et il faut dire que Bonaventure Kalou, même avant d'être maire de ville, avait déjà levé cet équivoque et avait déjà estimé qu'on ne peut pas avoir Didier que nous on porte et après on découvre qu'il est à Abidjan parce qu'il est allé rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre, il ne nous fait même pas savoir qu'il arrive. Donc, il y a eu un problème de méprise de la part de Didier envers les autres. Et ça s'est envenimé. Du coup, il y a eu donc un clash. Pourquoi? Parce qu'à un moment, vous avez des internationaux comme Yaya Touré qui faisaient savoir que vraiment, on ne peut pas avoir Didier qui veut être là et que nous, on se mette en face. C'est reparti dans le peuple. Il y a eu la division dans le peuple, c'est revenu vers les acteurs. Et quand on a eu la descente de la FIFA, la première fois, vous vous rappelez, alors, vous savez, la Côte d'Ivoire, ça va très vite. C'est pas comme chez nous. Chez nous, encore, il y a une certaine intelligence qui est souvent mesurée, qui permet souvent un peu d'attiédir. Mais là-bas, dès qu'on a lancé simplement le mot d'ordre, disant que la FIFA décide d'imposer Didier et décide que c'est elle qui commande la Côte d'Ivoire. Du coup, Didier est passé à la limite ennemi national.
C'est-à-dire que sur 10 Ivoiriens, vous en aviez 7 qui vous disaient que nous, on va montrer à la FIFA que c'est Ivoirien qui parle ici. Donc, c'est devenu un problème, en fait, de l'Ivoirien contre la FIFA. Et Didier a simplement reçu les affres de tout ça. Ah oui, c'est bien d'avoir amorcé cet aspect qui me permet d'aller vers quelqu'un qui a vécu en Côte d'Ivoire pas moins de 4 années. Vous disiez dans un plateau précédent ici, Raphaël, qu'il y avait aussi une mainmise. Parfois, le politique n'était pas du côté ou en faveur d'Idrissa Drogba, qu'on faisait davantage de confiance à d'autres candidats qui étaient déjà en place et qui avaient fait leur preuve en tant qu'ancien cadre de la Fédération ivoirienne de football. C'est de là qu'est venu l'arbitrage lors de cette élection. Alors, je crois que je vais d'abord préciser pour les téléspectateurs qui nous regardent que j'ai fait sport-études en Côte d'Ivoire. Donc, je connais beaucoup des acteurs du sport ivoirien. Et bon, c'est ma seconde famille. Je crois qu'il y a 15 jours sur ce plateau, j'avais donné un peu mon point de vue. Et j'avais dit de mon point de vue de ce que j'ai vu et à ce que j'ai assisté. Et je vais répéter. Moi, j'ai assisté de près à une réunion qui a eu lieu à Abidjan pendant le confinement l'année dernière entre les acteurs du football et Didier Drogba. Et les acteurs du football lui ont clairement dit à l'Hôtel Ivoire qu'ils ne voteront jamais pour lui. Parce que quand il était footballeur en activité, il ne s'est jamais préoccupé du football local. Il ne leur a jamais rien apporté. C'était dans votre sens. Il venait en équipe nationale, il prenait sa visibilité et il rentrait. Il ne s'est jamais intéressé à ce qui se passait sur le plan local. Contrairement à Samuel Eto'o, parce que tout le monde essaye de faire le parallèle, Samuel Eto'o a toujours été très présent. On ne va même pas avoir peur de dire que si Seydou est arrivé présent à la FECAFOOT, en fait, c'est Samuel Eto'o qui dirigeait la FECAFOOT en sous-main. Donc, Eto'o, depuis qu'il est footballeur, a préparé le fait qu'après sa carrière, il viendrait diriger le football. Donc, il est très enraciné. Et Didier Drogba, je peux vous dire, il est très aimé par le peuple, mais il est pratiquement, on va dire, inconnu des acteurs du football local parce qu'il ne s'est jamais intéressé à ce qu'il faisait. Raphaël, est-ce que ce jour-là, les acteurs dont vous parlez à l'Hôtel Ivoire lui ont indiqué, par exemple, qu'il n'a mené aucune action préalable? Mais vous savez, la différence qu'il y a entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, il y a moins de désordre. C'est-à-dire que les acteurs du football ivoirien dans leur ensemble peuvent se retrouver, mangent ensemble, se parlent, se disent des choses, ils se serrent la main et c'est ça qu'on retient. Ici, c'est très compliqué de faire une lecture parce que les gens d'abord ne sont pas sincères. Ce que les gens disent ici, quand ils sortent, ils disent le contraire. Donc, c'est très compliqué. En Côte d'Ivoire, c'est clair. Et je pense que tous ceux qui sont avertis savaient que Drogba ne peut pas gagner cette élection. Je vais dire autre chose qui est très important. La dernière fois sur ce plateau, nous disions il faut que la FIFA arrête l'hypocrisie où ils disent toujours il ne faut pas que la politique se mêle du sport. Cette élection a encore démontré une fois de plus que c'est la politique qui gère le football. Didier Drogba n'était pas le candidat du président de l'Assemblée nationale. C'est Idriss qui était le candidat du président. Didier Drogba a une proximité avec la première dame. Mais il faut dire qu'à une époque, ça aussi on peut le dire, vous savez, Drogba est Bété. Il est de la ethnie Bété, comme le président Laurent Gbagbo. Donc, il se trouve qu'à la période où la crise avait atteint son paroxysme, Drogba était capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Il se dit qu'en coulisses, il était très pro-Gbagbo. Et tous ceux qui connaissent le président Ouattara vont vous dire que c'est quelqu'un qui est profondément rancunier. Et il paraît qu'il a gardé dents à Didier Drogba, malgré le fait qu'il l'embrasse, il le reçoit. Dans sa petite tête, il n'a pas oublié qu'à l'époque où il était en conflit ouvert avec le président Gbagbo, Drogba ne l'avait pas en sympathie. Donc, lui aussi, il a manœuvré
en coulisses pour que ce soit son candidat qui passe et que Didier Drogba comprenne qu'il a encore des choses à apprendre. Tchénon, Tanmi, est-ce que c'était un vote sanction? Vote sanction, peut-être pas, mais comme le DP Boehm vient de dire, c'est très important de... Oh, sorry, it's very important. I'm sorry, I always have this difficulty. Yeah. It's always important to look at the characters that we've brought forth. And I think a few minutes ago, Emmanuel Bankolo mentioned Kalusha Bwaya. And look at it keenly. Football in Africa is first and foremost what you've done for the game, and also the connections, the network that you have. Part of it is what Mr. Boehm has just mentioned, that in terms of the network, he didn't have a network. Mais au niveau des services rendus, on se dit que, étant ancienne gloire, on aura suffisamment redonné à... That you're a former player does not necessarily mean that you'll be a good administrator, and does not necessarily mean that people will plebiscite for you. The next thing is, and let's be honest, all of us on this set, we know pretty well... On l'a depuis le début. We know pretty well that elections in this continent and perhaps beyond are first and foremost an issue of financial benefits. How much do I get from this election? If you look keenly, all the characters that we've mentioned, Joseph Antoine Bell lost to Vincent Onana, who was a very wealthy man. Kalusha Bwaya lost to Andrew Kamanga in Zambia, who is a very wealthy man in a tussle that was almost impossible, but Andrew Kamanga won. Didier Drogba has lost to one of the wealthiest Ivorian people and influential businessman. There is the issue of money in it. Are you willing to give the money? Let's not be fooled. There is because like Mr. Boehm and Emmanuel Bankolo pour le cas Kalusha, il faut quand même mentionner que peut-être qu'il était déjà entaché. Souvenez-vous qu'en 2018, la FIFA a dû le suspendre pour des affaires de corruption. No, but Kalusha Bwaya lost the elections 2 years before, in 2016, to Andrew Kamanga. That's way before his suspension came in. There is the network, there is also the finances. And you know what is Parce qu'il y avait déjà ces affaires de détournement et de corruption en l'air. And when you look at what people like Kalusha Bwaya and Samuel Eto'o have done for the game, Eto'o had a foundation here in Cameroon that sent at least 100 kids to Europe to play for some of the biggest teams in the world. Kalusha Bwaya did a similar thing il a une académie aussi. Exactly. What did Didier Drogba do? That's the issue. That is the thing. Because permit me finish, please. Because it is based on that that you build the network. Because those academies usually go and scout from their amateurs, and like Agelbert Barga did to mention, it is those same people who grow up and get to the level where when you want to be president, they're the ones who have to vote for you. Agelbert? Oui, justement, parce qu'en Côte d'Ivoire, l'activité première, la reconversion des différents footballeurs, de créer une académie, et la plupart de ces académies jouent déjà en championnat d'élite. Et il y a une phrase, quelqu'un qui résume très bien la situation de Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Drogba ne fait pas de terrain. Il considère qu'être star suffit et ne pas voir les électeurs. Il n'a pas été fichu de rassembler le nombre de parrainages nécessaires en 2 ans. Il a fallu abaisser le nombre de parrainages à 4 pour qu'il puisse se présenter. Donc il avait obtenu le soutien de la rue. Très souvent l'erreur, n'est-ce pas, que les stars africaines font, c'est au lieu de se créer le network, on verse dans le populisme. On verse dans le populisme alors que les électeurs, il faut les approcher. Et il faut mener des actions concrètes vers les électeurs. Emmanuel, votre dernier mot sur la question, c'est avec un parallèle. Ce n'était pas quand même le cas pour Joseph-Antoine Bell ici, qui est allé à 3 fois. Est-ce que c'était aussi une sanction? Est-ce qu'il y avait des soupçons sur ces... Bell Joseph avait quand même de la proximité avec les acteurs du football. Non, mais il faut comprendre. À 3 reprises, justement, Bell a fait la même faute. C'est ça le problème. C'est qu'à 3 reprises. Et il faut comprendre les contextes et les environnements. J'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ailleurs, on estime que ça doit se jouer au niveau des programmes, au niveau de votre relationnel, de ce que peut être votre aura. Mais je peux vous dire que dans d'autres espaces, ce n'est pas le plus intéressant pour le délégué. C'est-à-dire que
dans beaucoup de pays, hein, sur le plan politique, pas seulement en sport. C'est-à-dire qu'on vous fait savoir que le vote, c'est contre un ticket de banque, contre ci et cela. Moi, je me rappelle en 1996, Ben Joseph Antoine passait par les marché central, marché Mbopi, il était adulé. Mais je peux vous dire que son challenger, qui était mon voisin pendant ce temps, ben, des gens repartaient de chez lui. À l'époque, il était au Carrefour, au Régie. Des gens repartaient de là avec des gigots de bœufs et tout cela, quelques enveloppes. Et estimant que, voilà, l'élection... C'est l'Afrique. Ben, c'est ça. Voilà comment donc, il faut conclure les électeurs. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut tout faire pour comprendre son environnement. Ouais. Maintenant, rentrer là-dedans et essayer maintenant de l'améliorer. Faire comprendre aux uns aux autres qu'il faut sortir de cette manière de penser. Et ça passe aussi par des générations. Alors, si vous croyez que vous étiez footballeur en 82, que quand on parlait d'élection dans votre fédération, jusqu'en 90, vous étiez footballeur, les mêmes que vous avez rencontrés, vous venez 30 ans après les retrouver comme délégués, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, donc, il faut déjà travailler d'abord à casser et à sortir ces générations-là du pipe, ramener celles qui peuvent comprendre que le football a droit à une autre manière de penser, de concevoir. Mais si on reste avec ceux qui pensent que ce qui est important dans le football, c'est que tous les 2 ans, tous les 4 ans, ils peuvent avoir de nouveaux sacs de riz, c'est peut-être une anecdote. C'est une anecdote peut-être, elle peut choquer, mais je peux vous dire que dans un hôtel de la place, on a retrouvé en 2000, pour l'élection de 2018, un délégué qui était descendu de sa chambre avec la couverture, parce que dans cet hôtel, la clim était centralisée, donc il ne pouvait pas l'arrêter. Il est descendu en plein hall et il a dit au gars de la réception qu'il faisait très froid dans sa chambre. Donc vous comprenez qu'on l'a sorti de son contexte, on l'a mis à un endroit, mais voilà. Donc ça peut être un peu les conséquences, mais il faudrait qu'on travaille dans notre continent, il faut qu'on travaille chez nous à changer un peu ces manières de voir merci et de penser. Emmanuel. Le dernier avis sera celui de Raphaël Abouem. Si Didier Drogba devait briguer un nouveau mandat, s'il devait être candidat une nouvelle fois, comment il devrait procéder pour faire sauter le verrou? Comment il ferait pour arriver à obtenir la même réussite que Samuel Eto'o au Cameroun? Ben, vous avez tout résumé. Je crois qu'il devrait déjà d'abord se rapprocher de Samuel Eto'o pour lui demander conseil. En plus, c'est son beau-frère. Vous savez, quand Samuel Eto'o venait faire le tour du Cameroun, les gens ont commencé à spéculer en disant qu'il commence à préparer une élection présidentielle. Non, Eto'o faisait le tour du Cameroun pour rencontrer des délégués, pour revenir à ce que M. Angelbin Baga disait. Il faut mettre les délégués en confiance, les convaincre. Les choses ont changé. Si Didier Drogba veut être président de la Fédération ivoirienne de football un jour, le président élu vient de lui passer un mot. Amène-nous déjà tes sponsors. Prouve-nous que tu veux t'impliquer dans le football local. Et peut-être après, on va te passer la main. C'est que Samuel Eto'o, lui, l'a fait durant toute sa carrière. Il récolte les bénéfices. On ne peut pas entrer dans une maison par le toit. Ça a été dit. Oui, et ça a été entendu également. Tout a été entendu au cours de cette édition de Sports Club qui s'achève. Merci à vous de rester fidèles à nos programmes. L'édition de ce jour a été coordonnée par François-Xavier Tangana à la réalisation. L'édition de Deep Bring Ball, il vous donne donc rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition. Au revoir.